que la tâche du prochain siècle, en face de la plus terrible menace qu'ait connue l'humanité, va être d'y réintégrer les dieux. André Malraux. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Le féminisme vient seulement de commencer sa longue marche. Dans 20 ans, dans 100 ans, il aura changé la vie. L'auteur de cette prédiction sait de quoi il parle, ou plutôt de quoi elle parle. Le féminisme, en effet, c'est toute sa vie. Depuis son enfance tunisienne, dans une famille juive, jusqu'à aujourd'hui à Paris, dans son cabinet d'avocat. Maître Halimi, bonsoir. Bonsoir. Si la cause des femmes est votre cause première, c'est aussi le titre d'un livre culte réédité récemment chez Gallimard dans la collection Folio, vous avez aussi défendu des hommes, les syndicalistes et les indépendantistes tunisiens, les militants du FLN algérien, sans oublier Jean-Paul Sartre, qui fut pour vous bien plus qu'un simple client. Mais c'est avec sa compagne Simone de Beauvoir et avec d'autres femmes connues ou anonymes, et aussi quelques hommes, dont Jean Rostand et Jacques Monod, que vous avez fondé en 1971 le mouvement féministe Choisir, que vous présidez encore aujourd'hui. Le droit d'avorter, le droit de disposer de son corps, le droit de se défendre contre le viol, l'égalité professionnelle des femmes, leur participation équitable dans la vie publique, voilà depuis plus de 20 ans maintenant quelques-uns des combats de Choisir, des combats que vous avez menés tantôt comme juriste, tantôt comme député, puisque vous avez siégé à l'Assemblée nationale française comme socialiste apparenté de 81 à 84. Vous êtes aussi distingué sur la scène internationale, à l'UNESCO, où vous avez été ambassadrice de France, et aussi à l'ONU, comme observatrice judiciaire dans de nombreux procès politiques, et aussi en présidant la commission d'enquête du tribunal Russell sur les crimes de guerre américains au Vietnam. Bref, une carrière entièrement consacrée à la défense des droits de la personne humaine, quel qu'en soit le sexe ou la couleur de peau. Alors, Dieu vous a-t-il, oui ou non, aidé dans cette lourde et noble tâche? Eh bien, c'est ce que va nous révéler votre manière d'écrire « Nom de Dieu ». Bien, Gisèle Halimi, si on en juge à la manière dont vous avez écrit notre titre, Dieu n'a pas dû vraiment beaucoup vous aider dans votre vie de femme, de militante, d'avocate. Je me trompe? Non, je dirais même que bien avant tout ça, j'ai eu dès l'enfance des rapports conflictuels avec Dieu. Parce que mes parents, moi je suis une petite fille de rabbin. Ma mère était très pratiquante, mais sans grande culture, même hébraïque. Elle ne savait pas lire l'hébreu. Mais elle répétait un peu qu'il fallait obéir à Dieu. Et toute l'image que j'avais de Dieu, en tout cas de celui-là, du nôtre, du Dieu des Juifs, était une image à la fois qui me faisait réussir aux examens si j'y croyais, si j'embrassais la mezouza avant de partir. Vous savez, c'est l'étape de la loi que l'on accroche sur les portes, ou au contraire me faisait échouer. Et si j'émettais le moindre doute, ma mère répondait « tais-toi parce que Dieu peut te réduire en cendres. Alors, disons que ça a mal commencé, l'histoire entre Dieu et moi. Et par la suite, justement, dans ma vie, dans mon parcours professionnel, militant, je me suis rendu compte de plus en plus que, au fond, Dieu, ou en tout cas ce qu'on en connaît dans la vie, c'est-à-dire, il faut bien le dire, la parole des églises. C'est comme ça que l'on connaît les dieux. Encore que Dieu, j'ai choisi de l'écrire au singulier
pour bien centrer le Dieu, les dieux monothéistes, le Dieu des trois grandes religions que nous connaissons. Et tout ce que j'en connaissais, au fond, c'était plutôt des rejets, des exclusions, des refus. S'agissait-il du Dieu des chrétiens? Entre Jésus-Christ et ce qu'on en vivait, il y avait un abîme épouvantable entre la parole du Christ qui est la compassion, la compréhension. Il y avait la voix des papes. Je me souviens d'un travail récent que j'ai fait justement à propos de la bataille pour l'avortement, car vous savez bien que nos principaux ennemis ont été tout de même je dirais les catholiques, plus que les protestants, bien sûr, un peu intégristes, qui, au lieu de se pencher sur le sort de ces pauvres femmes, car c'était les plus pauvres, les plus vulnérables, qui étaient livrées à l'avortement clandestin, les condamner l'acte non seulement d'avortement, mais de contraception. Et à partir de cela, je me suis mise, par exemple, à lire une correspondance de Pie XII pendant le nazisme. Et j'ai découvert que Dieu, en tout cas par la voix de Pie XII, estimait qu'il n'avait pas à s'opposer au génocide des Juifs, même pas d'ailleurs en l'espèce à la déportation d'un prêtre allemand qui justement s'élevait contre le nazisme. Je découvre, vous découvrez, qu'aujourd'hui, alors que le sida est tout de même... C'est pas l'horreur du siècle qui vient. Peut-être qu'entre-temps on aura gagné, mais en attendant, ce qu'on entend de Dieu, c'est il ne faut pas se protéger. Donc c'est encore un non, c'est encore un rejet pour les problèmes de société, je dirais pour les problèmes politiques. La fameuse théologie de la libération. Moi, je suis allée en Amérique latine assez souvent. J'y ai enseigné, donc j'ai vécu un peu dans ces peuples, je dirais, affamés, terrorisés, hébétés, et dont le seul recours était justement la croyance, Dieu, et qui voit débarquer un pape qui, sous les caméras, les télévisions, tense ceux qui ont osé dire Dieu, le Christ, c'est d'abord le peuple qui souffre. Et tous les autres dieux, Dieu juif, alors c'est celui de mon enfance. Moi, je ne peux pas oublier que mon grand-père se levait le matin et sa prière, mais c'est celle d'aujourd'hui, était merci mon Dieu de m'avoir fait homme et non pas femme. Et ma grand-mère, la sainte femme, répondait, sois loué ô Éternel et que ta volonté soit faite. Bon, l'islam, d'un mot, l'islam, qu'est-ce qu'on peut dire quand l'islam devient intolérant, en tout cas dans sa lecture intolérante. Il paraît qu'il y a différentes lectures du Coran et des sourates, mais celle qu'on en connaît tout de même aujourd'hui, c'est la condamnation de Salman Rushdie, par exemple. Celle qu'on en connaît, c'est la charia. Alors ça, c'est la loi. Ça n'est pas l'intégrisme, c'est la loi musulmane. Qu'est-ce que la charia, sinon faire de la femme par rapport à l'homme un sous-être, quelqu'un qu'on peut répudier, la polygamie, femme ne peut pas témoigner, ne peut pas travailler sans l'autorisation de ses parents. Alors tout ça pour vous dire, vraiment Dieu c'est non. Vous dites non de Dieu, je dirais plutôt non à Dieu. Comment avez-vous dit non à Dieu pour la première fois? Dans Le lait de l'oranger, vous racontez une anecdote savoureuse, celle d'une composition de français où vous défiez Dieu et où vous gagnez. Et ce jour-là, dites-vous, vous avez conquis votre première liberté. Est-ce que vous pourriez un peu nous raconter cette anecdote? Oui, ça c'est un moment effectivement important dans ma vie, puisque je crois que ça a été une espèce de départ. C'est que, comme on m'apprenait avant chaque composition, le matin avant d'aller à l'école, on faisait acte d'obéissance aux tables de la loi et à Dieu. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce qui va arriver si je ne le faisais pas jour de composition française? Et j'ai fait ce défi, il n'y en a pas d'autre. Je suis partie sans embrasser la mezouza. On verra bien.
Et j'ai fait ma composition française. En général, j'étais plutôt bonne, même première. Et puis j'ai attendu les résultats quelques jours après et je tremblais. Je me souviens encore, j'étais moite de la tête aux pieds car ça n'était pas le résultat de la composition française, c'était Dieu ou moi en fait, en ce moment-là. Et puis mon professeur dit comme d'habitude, première. Alors là, effectivement, j'avais gagné car je sentais que ma liberté, ce que je faisais, ce que je choisissais, ne dépendait ni de Dieu, ni d'un rite qu'on lui vouait, mais autre chose. Quoi, à l'époque, je ne pouvais pas encore le formuler, mais je crois qu'à partir de ce moment-là, je me suis... C'est vrai, j'ai gagné ma première part de liberté. Mais qu'est-ce qui vous a inspiré ce défi? Alors que tout le milieu culturel, familial, vous conditionnez à la soumission. Oui, mais justement, vous venez de le dire, me conditionner à la soumission. Je ne pouvais pas accepter cette soumission. Je ne pouvais pas accepter que la femme soit inférieure à l'homme, qu'elle soit là pour le servir, qu'elle n'ait pas d'autre destin que d'être choisie, épousée, entretenue. Je ne pouvais pas accepter que ma grand-mère soit, pour le culte lui-même, puisque nous parlons de Dieu, la servante de mon grand-père. Mon grand-père, les hommes d'une manière générale, lisaient l'hébreu, priaient en hébreu. Or les femmes, pour croyantes qu'elles fussent à l'époque, aujourd'hui je crois que ça a un petit peu changé, ne savaient pas lire. Savez-vous que ma mère, qui est très âgée et malade, et qui est très croyante, eh bien pour prier, elle est obligée de lire en français. Car on estimait que par essence même, une femme était trop impure. Et tout cela, tout ce cérémonial que j'ai vécu, des fêtes juives, oui, toute cette place inférieure que l'on donnait aux femmes, m'ont donné cette révolte. La séparation entre hommes et femmes à la synagogue, par exemple, aux funérailles de votre père en 1976. Ça a été, effectivement, les femmes étaient en haut et les hommes en bas, et aux funérailles de mon père, dans une synagogue de Nice, ma sœur et moi, nous avons décidé que nous serions près de mon père, c'est-à-dire en bas. Eh bien, ça n'a pas été si simple, il y a eu une espèce de réaction un peu désagréable, mais nous sommes restés parce que, en plus, je pensais que mon père aurait aimé que nous fussions là, près de lui, et pas si loin en haut. C'était pas lui votre Dieu? Oh, j'ai beaucoup aimé mon père, d'une certaine manière, peut-être parce que je ne sais pas si Dieu c'est à la fois l'amour, la contradiction, quelque chose de parfaitement déraisonnable, parce que je ne peux pas dire que mon père ait été quelqu'un qui était pour la libération des peuples ou des femmes. Non, il était conditionné par son milieu. Mais il avait une espèce de don absolument surhumain pour comprendre, par amour. Peut-être c'était Dieu parce que c'était l'amour. Alors l'image que vous avez choisie, c'est cette terre telle que nous ne la verrons jamais, ni vous ni moi, sauf miracle, vue de la Lune. Alors que vous inspire cette image? D'abord, un sentiment de, je dirais, beauté, c'est plus que ça, parce qu'il y a du tragique dans cette beauté. C'est une beauté multiple, et c'est une beauté effrayante, parce que il y a cette boule toute ronde où nous sommes, et puis la galaxie, une des galaxies. Et cette beauté, je la trouve effrayante parce qu'il y a peu d'images qui donnent autant l'infini, l'angoisse de l'infini. Je veux dire, c'est là où on peut penser à ce que disait Pascal, le silence de ces espaces infinis m'angoisse, mais moi, il ne fait plus que m'angoisser. Et je trouve que le premier sentiment que l'on a, aggravé par l'ignorance, qu'est-ce que c'est que cette planète? D'où vient-elle?
à qui peut-on tendre la main dans la planète d'à côté, c'est la terrible solitude. Je veux dire que beaucoup de philosophes ont tenté d'expliquer, de parler de cette solitude qui est au fond la condition humaine même. On souffre et on meurt. Et c'est un parcours absolument solitaire, unique à chacun. Mais lorsque l'on voit cette photo, on se dit presque comme une évidence qu'il ne peut pas en être autrement. C'est là, comment dire, on nous assène la solitude. On nous assène ce huis clos circulaire où sont hommes et femmes condamnés d'ailleurs, je dirais, et ça croît tellement le malheur et la solitude, condamnés à ne rien savoir. Qu'est-ce que nous savons? Vous venez de parler de huis clos, je pense à Sartre. On pourrait parler de nausée aussi. Oui, on pourrait penser à Sartre, à sa définition même de la contingence. Pourquoi sommes-nous sur Terre? On pourrait ne pas l'être. On peut penser aussi à l'absurdité de notre condition, de Camus, Caligula ou le reste. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce huis clos? Alors la deuxième tout de même idée qui vient, enfin l'évocation, c'est que cette solitude en plus n'est même pas importante. Cette solitude, elle est d'une telle relativité dans cette galaxie, une des galaxies, on ne sait pas combien il y en a, combien il y a de planètes. Et alors il reste, et c'est peut-être ça, moi, c'est peut-être ça au fond qui m'a donné envie de faire des choses. Ce qui n'enlève rien, je dis, à ce sentiment d'absurdité, de solitude, c'est que faire? Alors que faire? Eh bien, puisque nous sommes, et c'est Sartre qui le disait, nous ne choisissons pas la liberté, nous sommes condamnés à la liberté. Je pense que à partir de cette solitude, nous sommes condamnés à la liberté. Et condamnés à la liberté, nous devons choisir. Et de ce choix, nous serons totalement responsables. Alors, quel choix? Moi, je crois que si je revenais à mon thème de l'absurdité, je serais plutôt de la famille de pensée des stoïciens. Je pense que puisqu'on n'a pas choisi de venir au monde, on doit avoir au moins le droit de choisir de s'en aller comme on le décide, quand on le décide. Je pense que l'ultime liberté qui nous reste, c'est celle-ci. Pouvoir choisir le moment de s'en aller. Mais en attendant, que faire? Eh bien, je crois que la seule exigence, ça n'est pas, comprenez-moi bien, ça n'est pas un thème vertueux, ni politique, ni militant. C'est comment vivre. Eh bien, on ne peut pas passer sur cette terre et attendre de mourir. On doit vivre, et alors vivre, il n'y a qu'une règle, à mon sens, c'est la solidarité. C'est savoir qu'on est tous solitaires, tous ignorants, tous tantôt très privilégiés, comme nous, une partie. Je pense au problème Nord-Sud, par exemple. Je pense à un minimum de justice qu'il nous faut instaurer à partir de cette toute petite boule, autrement dit, transformer ce huis clos. On ne peut pas le changer fondamentalement, il existe. Mais que ce huis clos serve au moins à une main qu'on peut tendre, non pas dans la galaxie à une autre planète, mais à l'intérieur de cette planète. Je crois que c'est une exigence qui, je le répète, ni militante, j'ai presque envie de vous dire égoïste, subjectivement égoïste, raison de vivre, il faut vivre, on ne peut pas passer comme ça. Et
objectivement peut-être un peu humaniste. On retrouve Sartre, hein, l'existentialisme Oui. d'un côté, qui devient un humanisme. Je le crois beaucoup, ça. Et ça, Sartre, Et la responsabilité, je dis, nous sommes responsables, bien que nous n'ayons pas choisi d'être libres, nous condamnés à la liberté, nous sommes responsables. votre ami Bertrand Poirot-Delpech, dans un article du Monde paru en 1988, fait le parallèle entre, d'une part, votre père et Sartre, et entre Simone de Beauvoir et votre mère, en disant finalement c'est l'homme qui a le plus compté dans sa vie. C'est un paradoxe pour une grande féministe comme vous. Je sais bien, ça paraît paradoxal, mais en fait, le féminisme, c'est quoi? Ça n'est pas une démarche marginale, c'est un projet de société, mais plus dans le projet relationnel, changer le rapport entre hommes et femmes, entre femmes et hommes, mais enfin, dans l'humanité. Et comment voulez-vous changer ce rapport s'il n'y a pas véritablement un grand sentiment d'amour? Je ne parle pas de l'amour mystique, mais justement de cette solidarité, du respect de l'autre, de l'existence, de la liberté de l'autre. Et la vérité m'oblige à dire que cet amour, dans mon enfance, c'était mon père. Ma mère, elle a été la loi, la rigueur, probablement l'amour aussi, mais elle ne l'a pas manifesté comme les enfants aiment qu'on le manifeste. Et dans le couple Sartre et Simone de Beauvoir était mon inspiratrice, celle qui, dans la lecture du deuxième sexe, avait bouleversé ma vie, ma connaissance. Mais Sartre était celui à qui je venais dire que j'avais une peine de cœur, ou à qui je venais dire que mon deuxième fils, qui à l'époque était maoïste, avait un tel chagrin d'amour, et il avait à peine 20 ans, et à cet âge-là, le maoïsme qui s'en va, l'amour qui ne réussit pas, on le sait, ça risque de tuer. Et la première personne à laquelle j'ai voulu en parler, que faire, ça a été Sartre. Et que dit Sartre? Qu'il me téléphone, je veux le voir. Ils se sont vus. Qu'est-ce que le philosophe a dit aux jeunes guerrieros? Je ne peux pas vous dire, mais ce que je sais, c'est qu'il est revenu transformé, il a réfléchi autrement, il s'est remis à lire, à écrire, à devenir ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un grand politologue. Vous parlez de Serge. Je parle de Serge, que j'appelais d'ailleurs, j'ai toujours appelé, que nous l'appelons Kamoun, qui est le nom en arabe d'une épice qui est comme le cumin, et qui pimente d'une certaine manière avec beaucoup de finesse et de nuance, parce que très jeune déjà, vous savez, je disais, il était maoïste, il l'a été à 14 ans. À 14 ans, il lisait Pékin Information, et il écrivait à Mao, pour lui dire d'ailleurs qu'il n'avait pas toujours raison, Mao. Votre fils Serge, journaliste notamment au Monde diplomatique, et qui a publié récemment un ouvrage important sur l'histoire de la gauche en France, dont le titre est « Sisyphe et fatigué ». Oui, c'est-à-dire les échecs de la gauche en France, justement, chaque fois que la gauche a eu le pouvoir, et on peut dire que c'est un livre d'actualité aujourd'hui, puisqu'on l'inclut aussi dans le premier septennat de Mitterrand. Et là, on revient sur Terre pour de bon. Et on revient sur Terre. La lucidité est la blessure la plus proche du soleil. René Char. Vous avez choisi René Char. Certaines de nos téléspectatrices pourraient s'étonner. Pourquoi pas une femme? Parce qu'en cette matière, je ne crois pas, ce serait rendre un très mauvais service justement à la cause féministe, que de décider par un a priori, en tout cas dans ce domaine, que la phrase à choisir serait la phrase d'une femme. Ce qui compte, je crois que c'est la phrase que j'ai choisie
de Chartres, et qui n'est pas la seule d'ailleurs, qui m'ont beaucoup inspirée. Je me souviens qu'il y avait une époque où ce que j'aimais répéter, c'est aussi de Chartres, c'est ce qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égard ni patience. Et ça me confortait au moment où je recevais beaucoup de coups, parce qu'on ne peut pas mener des combats comme ceux que les femmes ont menés sans s'exposer tout de même un peu. Mais celle que je voudrais citer aujourd'hui, c'est celle-ci. La lucidité est la blessure la plus proche du soleil. Je trouve qu'il y a à peu près tout dedans. D'abord ce que nous disions, la responsabilité qui implique que vous mettiez à plat les paramètres de vos choix avant de choisir. La lucidité qui ne pardonne pas. Être lucide, et c'est en ça que c'est une blessure, c'est le rejet de tout ce qui, il faut bien le dire, avec une certaine charité, aide à vivre. Les masques, les alibis, les mises en scène que l'on fait quelquefois pour soi-même, parce qu'autrement ce serait trop dur. Et c'est en ça que la lucidité qu'on peut voir comme, qu'est-ce qu'on peut dire, lucidité, acuité, ça fait pas de bien, c'est pointu. Acidité, pénétration, ça fait pas de bien non plus, tout ça est dur. D'où la blessure, d'où la nécessité de refuser la comédie. Je crois que, c'est pas exactement la phrase, mais je crois que c'est Malraux qui disait qu'au fond, devenir adulte ou devenir un homme, c'est refuser de plus en plus les comédies pour soi-même. Et je trouve que c'est une manière dure, blessante, que d'être adulte. C'est aussi ça n'est pas très optimiste, puisque ces blessures, c'est un peu... c'est presque désespérant, mais c'est la nécessité désespérante, mais exigeante de notre liberté. C'est cette lucidité-là, dans ce sens-là, qui vous a fait refuser Dieu? Je pense que c'est en grande partie cela. J'ai refusé la facilité d'être première en composition française, non pas parce que j'avais lu et j'écrivais, mais parce que Dieu était là, que je lui avais rendu un hommage et qu'il allait en quelque sorte me récompenser. La lucidité refuse aussi les marchés, le marché. C'est se mettre à nu. D'abord, et la chose la plus difficile, c'est en ça que c'est une blessure, c'est d'abord se mettre à nu à l'intérieur de soi-même, avant de l'être d'une manière relationnelle. Alors c'est désespérant. Désespérant, là encore, c'est la seule manière d'arriver à un désespoir correct, disait quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est très pessimiste, Sioran. C'est le seul, je crois qu'il disait que c'est la seule voie, ou une des voies, je ne sais plus, d'arriver à un désespoir correct. Et le mot correct a tout son sens, c'est-à-dire, au fond, se regarder comme on est, sans masque, et refuser justement tout cela dans la relation à l'autre. Et alors, elle est brûlante, cette blessure. Elle brûle, elle fait mal. Mais en même temps, et c'est cette image sublime que seul un poète comme René Char pouvait inventer, il faut bien dire, elle est la plus proche du soleil. Alors le soleil, l'astre lumineux, éclatant, symbole de vie, de dynamique, mais en même temps, si vous êtes trop proche du soleil, vous vous brûlez. D'ailleurs, c'est ce soleil, pour en revenir à notre image, qui finira par consumer la terre. On ne sait pas vraiment comment on est venu, mais on sait à peu près que dans quelques millions d'années,
cette belle boule dans laquelle nous sommes, eh bien, va tomber en cendres, brûlée par le soleil, justement. Vous parlez de souffrance, de blessures. On a de vous l'image d'une femme qui a réussi sa vie, sa carrière. Qu'est-ce qui vous a fait si mal? Un peu ce qui fait mal à tout le monde, vous savez. Je ne crois pas que je n'ai pas eu d'échec exceptionnel, mais ce que je peux dire, c'est que quand on entreprend comme ça, des luttes, quand on décide, comme je l'ai décidé tout petite, que non, je ne serai pas, comme le disait ma mère, tu seras comme ma grand-mère, j'ai vécu comme ça, ta grand-mère, ma mère, tu vivras comme si, et qu'on répond non, on sait bien, on ne le sait peut-être pas, on ne le sait pas, mais on le vit plus tard, qu'on s'engage tout de même dans une voie où on va avoir beaucoup de bleus et recevoir beaucoup de coups. Mais tout ça fait masse parce que c'est votre vécu, votre réalité. Et c'est là où on dit que il faut pas la traverser, la réalité. Il faut la soulever. Et c'est seulement, je crois, avec cette lucidité blessante, brûlante, irradiante, nécessaire, que vous pouvez mettre les paramètres de votre vie, et je ne dis pas réussir, mais je dis que c'est une exigence fondamentale et première. On parle de René Char, on a parlé de Sartre, vous parlez de Cioran, on pourrait parler de Camus, que vous avez rencontré également. Que j'ai beaucoup aimé. Oui. D'où l'importance considérable de la lecture dans votre vie, comme outil de libération. Je dois dire que la lecture a été pour moi, je crois que ma liberté. Jusque-là, c'était des réflexes. On dirait peut-être à l'époque un enfant qui a mauvais caractère. Tu dis toujours non. Je disais c'est pas juste, tu n'as que ce mot-là à la bouche, disait mon père. Mais au fur et à mesure que j'ai lu, j'ai compris, et par conséquent, sans encore être capable de théoriser, je trouve que la connaissance par la lecture a été un instrument de liberté extraordinaire, parce que c'est tout de même la connaissance, je dirais presque plus pour une femme que pour un homme. C'est vraiment le premier pouvoir pour comprendre. Et alors mes lectures, elles étaient anarchiques, boulimiques, il n'y avait pas un seul livre chez moi, je lisais tout ce que je trouvais. En cachette? En cachette, car pour mes parents, c'était pas très normal de lire autant. Ça devait pas être très bon pour la tête, pas très bon pour l'équilibre. Et ça fait que de cette formation, si vous voulez, d'ailleurs, je déçois souvent dans les émissions quand je dis que ma formation, au fond, moi, ça a été une formation la plus classique qui soit au départ. J'apprenais par cœur Racine, Corneille, Molière. Bon, Stendhal m'a énormément marqué. Puis alors, les poètes, Char, Aragon, qui est devenu mon témoin de mariage. Éluard. Éluard. Anecdote à propos de Char et d'Éluard. Ils ont, je crois, écrit ensemble. Ils étaient très amis. Oui, un poème à la gloire de Violette Nozière, qu'ils considéraient comme une espèce de créature parfaitement surréaliste. C'était d'ailleurs considéré comme un personnage que les surréalistes adoraient. Oui, il faut dire Breton aussi en a parlé. Tout à fait. Il faut dire qu'elle avait donc empoisonné ses parents, son père en est mort, sa mère a survécu, elle a été condamnée à mort, graciée, puis elle s'est repentie, elle a été réhabilitée. Est-ce que vous auriez accepté de la défendre? Ah, sûrement. Sûrement. Cette sorcière? Non, sûrement, parce que ce qui m'intéressait dans une femme comme ça, c'est précisément d'expliquer ce parcours, comment une jeune femme qu'on imagine fragile, gentille, en arrive à devenir justement l'instrument de la mort de ses parents. Il y a très peu de personnes que moi je ne défendrai pas. Mais il y en a tout de même, je ne voudrais pas, il y en a tout de même que je ne défendrai pas. Non pas parce qu'il y a des indéfendables, parce que n'importe quel monstre, car il n'existe pas un monstre total. Il y a toujours dans chaque être humain quelque chose de respectable à défendre, qui fait qu'il est humain, qu'il appartient à cette boule dans laquelle nous sommes. Mais il y en a que je ne défendrai pas parce que
tout simplement parce que je n'ai pas le talent de le faire. Je n'aurais jamais pu défendre un nazi. Mais je me serais battue pour qu'il ait un avocat. Je ne pourrais jamais défendre un violeur. Parce qu'un violeur, c'est viol, c'est tuer la femme dans la femme, c'est le pire des crimes. Tenez, nous parlions de Dieu tout à l'heure. Que penser de ce dernier message du pape qui dit à ces femmes qui ont été violées, peu importe lesquelles et qui a violé, les femmes qui ont toujours été un butin de guerre, dans toute l'histoire, sont devenues brusquement une arme de guerre. Maintenant, on viole beaucoup pour pouvoir négocier à une table. Mais que penser de Dieu qui, par la bouche, par la voix du pape, leur explique l'extraordinaire miracle de la vie et qui par conséquent condamne l'avortement? Est-ce que le pape ne peut pas savoir que ce produit d'un viol pour une femme, mais comment peut-il l'appeler la vie? C'est pire qu'un cancer, c'est pire qu'une seconde mort. Et où est la compassion chrétienne? Où est la compassion de Dieu devant ces femmes qui sont éclatées, peut-être, et pour la plupart d'ailleurs, à tout jamais? Maître, quel voyage de la Terre au Soleil. On revient sur Terre et pas n'importe où. Là, on est chez vous. La Tour Eiffel. Oui, je sais que ça peut surprendre dans une émission comme la vôtre. Ça fait un peu à propos de touristes américaines ébahis, mais pourtant c'est très sérieux. D'abord, je dirais que je trouve que la Tour Eiffel est belle. On a parler de beauté dans cette émission, la beauté tragique de cette photo de la Terre dans le cosmos, la beauté poétique de René Char. Là, je dirais que c'est la beauté bizarre, un peu folle, la beauté inutile. Un peu avant de mourir, un de mes amis, Armand Lanoux, qui était membre de l'Académie Goncourt, avait écrit un livre qui s'appelait La Tour Eiffel et qui m'avait envoyé très gentiment. Et il a un dialogue très court, il imagine le dialogue entre Jean Eiffel et une passante qui lui dit « Mais qu'est-ce que vous voulez, ni pont, ni viaduc, vous voulez aller plus haut ?» Et il dit « Oui, non, parce que les ponts, les viaducs, ça relie des vallées. Et vous ne voulez pas? Non, non, parce que les vallées doivent rester des vallées, les montagnes doivent rester des montagnes, ça fait partie de l'équilibre du paysage. Je veux faire un pont, mais qui ne relie rien. » Il dit, la Tour Eiffel, c'est le pont inutile et c'est le pont absolu. Et je dois dire que j'en ai rêvé, car comme vous le savez, je ne connaissais pas la France. J'ai rêvé de la France et c'est important le rêve, surtout dans l'adolescence, quand on lit, quand on se forme. C'est vrai que ça laisse plus de traces, autant de traces qu'une réalité, un rêve, c'est très important. Et donc cette tour Eiffel, je la trouvais belle, et puis c'était pour moi le symbole de Paris, donc de la France. Donc pour moi, Paris, la France, c'était en quelques mots la culture, la Révolution française, les droits de l'homme, la poésie, Éluard, tenez, Paris, ma belle ville, fine comme une aiguille, forte comme une épée, ingénue et savante. Et tout ça me marquait, je dirais que c'était... la Tour Eiffel, je la portais un peu en moi, sans l'avoir jamais vue, comme un peu, au fond, ce qui m'avait apporté ce que je suis, ce que j'étais, il faut bien le reconnaître, avec mes origines, essentiellement de culture française. Vous racontez dans Le lait de l'oranger cet épisode de votre arrivée à Paris en septembre 1945 avec vos deux lourdes valises. Et vous écrivez ceci: la grande émotion de toucher enfin la France me submergeait, ce pays que j'avais construit en moi,
à partir de mes lectures, de mes images, de mes fantasmes, me devenait terre et lumière. J'allais m'y intégrer, m'y fondre avec volupté. Vous ajoutez, la tour Eiffel me mettait les larmes aux yeux. Oui, oui, parce que c'était tout ce qui m'avait fait, je dirais, c'est au fond la tour Eiffel, je vous dis, c'est le symbole pour moi de ma culture, de ma philosophie. Parce que la France, c'est les pays des droits de l'homme, c'était le pays qui luttait contre le racisme. Bien sûr, plus tard, et je le raconte dans Le lait de l'oranger, aussitôt arrivée étudiante, j'ai entendu à la fac de droit, c'était Panthéon à l'époque, j'étais une sale youpine. Il y avait déjà d'ailleurs les premières troupes de Le Pen à l'époque. Donc j'ai entendu tout ça et ça a été un choc. Mais pour moi, c'était le symbole de ce qui avait cimenté ma connaissance, mes choix fondamentaux, et je dirais mes combats. Mais en même temps, et c'est peut-être là l'importance de la tour Eiffel, une contradiction que peut-être je n'ai pas surmontée, et que peu de personnes qui sont comme ça mélangées, faits de mélange de cultures, par leurs origines, par leur religion, même quand ils ne croient pas, et par ce qu'ils apprennent, peu de personnes peuvent surmonter. En même temps, cet objet merveilleux que je portais en moi, eh bien, c'était quand même aussi la chape de plomb sur mes propres cultures d'origine. C'est-à-dire que, étant née en Tunisie et de parents tunisiens, je n'écrivais pas et je ne lisais pas l'arabe. Je parle, mais un dialecte. J'ignorais tout de Ibn Khaldoun, de Haroun al-Rachid, si, en français. J'ignorais tout de la culture hébraïque. Donc, c'était à la fois ce qui m'avait fait, ce qui m'a fait, mais en même temps ce qui avait été le couvercle de mes origines. Et ça me faisait un petit peu penser, ça me fait toujours penser, à cette espèce d'instrument formidable, redoutable, que la colonisation tient en main pour arriver à ses fins. C'est inculquer et apporter sa propre culture, ses propres mœurs, mais surtout pour en même temps couper le peuple qu'elle occupe de ses propres racines. Et ça, on peut y réfléchir depuis la nuit des temps, cela se passe ainsi. Alors je ne dis pas que ça n'a que des côtés négatifs, la preuve, je viens de dire ce que ça m'a apporté. Mais par exemple, vous parliez tout à l'heure du Vietnam, de ce tribunal Russell présidé par Sartre. Je suis allée faire une enquête au Vietnam, je présidais la commission d'enquête. Et on sait, par exemple, que la guerre du Vietnam menée par les Américains, avec toutes les horreurs que l'on connaît, mais ce n'est pas mon propos, la pire des horreurs, ça a été d'essayer de couper un peuple à la civilisation millénaire de ses racines en inculquant, en apportant l'American Way of Life, la vie américaine, parce que c'était plus facile à ce moment-là de mettre un peuple à genoux. Et c'est toujours le même chemin. Et c'est une réflexion que je me suis toujours faite, mais c'est très difficile, au fond, d'y apporter une réponse ou de dire est-ce que ça vaut mieux, car on ne sait jamais ce que l'on serait devenu s'il n'y avait pas eu dans ma vie la Tour Eiffel. C'est vrai, mais comme vous le dites en effet dans Le lait de l'oranger, à peine arrivé, on vous traite de sale youpine, de bicotte, de sale juive. Vous écrivez ceci. Ça a été le choc pour moi. Vous écrivez ceci: je m'étais déraciné par amour d'une culture que j'avais faite mienne et on me le reprochait. J'ai connu des périodes de profonde solitude. C'est dans ces moments-là que la Tunisie m'a le plus manqué physiquement, le soleil, la mer. On ne se remet jamais de cette absence. Comment faites-vous? Je crois que je pourrais presque réécrire les mêmes choses. Je sens les mêmes choses. On ne se remet pas de ces absences parce que d'abord, tout ce qui baigne l'enfance et l'adolescence est quelque chose qui vous marque. Mais dans ces moments-là, c'est vrai que j'avais le sentiment
d'une profonde injustice. J'avais un amour de la France, de sa culture, et ce que je découvre en arrivant, c'est le rejet, la peur de l'autre, hein, tout ce qui fait au fond cette pathologie socio-culturelle qu'on appelle le racisme, plus le sexisme, bien sûr, ce qui n'arrangeait pas mon cas. J'étais vraiment un cas juive, arabe, femme, et j'avais découvert justement à ce moment-là qu'il y a des mythes. C'est à ce moment-là peut-être que j'ai connu mon plus grand moment de doute par rapport à ce que Michelet appelait les révolutionnaires étaient les législateurs du monde, qu'ils avaient... Oui, mais quel monde, quelle liberté, quel sens de la justice. Ça a été, je crois, un des chocs les plus profonds, à la fois affectifs, bien sûr, mais je dirais surtout culturels. C'est là où je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est mes cultures alors? Et là, j'ai conclu, je n'en saurais jamais rien. À la fin de la nouvelle préface de La cause des femmes, texte intitulé « Le temps des malentendus », vous écrivez donc ceci: « Le féminisme vient seulement de commencer sa longue marche. Dans 20 ans, dans 100 ans, il aura changé la vie. » Changer la vie, c'était aussi un slogan, un projet politique, celui de la gauche française en 81. Vous pensez que le féminisme peut réussir là où le socialisme n'a pas tout à fait réussi? Je ne sais pas s'il peut réussir. Changer la vie, c'est Rimbaud. Ce que je crois, c'est que le féminisme, comme je le vois, qui est donc un projet de société qui apporte des réponses non pas seulement à l'économie et à l'écologie, ce qui est évidemment fondamental, mais tout ça, l'écologie, l'économie, quel sens cela aurait si les hommes et les femmes n'avaient pas trouvé le moyen de vivre harmonieusement ensemble? Ça veut dire quoi? Ça veut dire partager les responsabilités de notre devenir. Je crois que l'avenir est dans une autre forme de décision. Aujourd'hui, la forme politique la plus commune en Europe, c'est la démocratie. Or, si l'on pose la question, qu'est-ce que la démocratie pour les femmes? C'est quoi la démocratie pour les femmes? Je vais vous répondre un peu schématiquement, mais je ne serai pas loin de la réalité. La démocratie pour les femmes, au niveau du pouvoir et de la décision, c'est un monde où la moitié de l'humanité, de la population, les hommes décident, et l'autre moitié, les femmes, acquiescent. Est-ce cela la démocratie? La femme sous-citoyenne. C'est donc une sous-citoyenne, c'est donc une caricature de démocratie. Alors la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi en sommes-nous là? Parce que quand on y réfléchit, et moi j'y ai non seulement réfléchi, mais quand j'étais justement ambassadrice à l'UNESCO et quand je suis allée en mission à l'ONU, j'avais la chance d'avoir tous les textes. Le nombre de textes, de résolutions, de conventions, de décisions internationales et nationales, chez vous sans doute comme chez nous et dans toute l'Europe, qui proclament l'égalité de la femme et de l'homme, en particulier d'ailleurs aujourd'hui dans le domaine politique, est pléthorique. Ça en devient même suspect. Donc, lorsque l'on dit que la nécessité pour le monde, pour la dignité de l'être humain, et que la femme partage le pouvoir, j'entends bien le pouvoir et la décision, et que l'on constate que, après ces proclamations, la réalité, elle est quoi? Elle est pour mon pays, même avec les changements récents, où il y a 2 ou 3 femmes de plus à l'Assemblée nationale, nous n'aurons tout au plus 6% de femmes au Parlement, c'est-à-dire l'avant-dernier pays de représentation féminine en Europe, le dernier étant la Grèce. Je pense qu'en Belgique, vous êtes autour des 8%. Tout ça ne correspond pas à la réalité incontournable, c'est que le monde est fait de femmes et d'hommes, et même si cela peut paraître paradoxal,
Je dis que c'est la différence sexuelle, précisément, qui est la source de la reconnaissance d'une identité autonome à part entière de la femme, et de l'homme bien sûr, mais ça nous le savons, et que c'est sur la base de cette reconnaissance de l'identité et de la différenciation sexuelle que nous devons modifier la règle du jeu. Parce que si on ne la modifie pas, on continue de vous asséner les grandes vérités, eh bien vous n'avez qu'à prendre qu'est-ce qu'on vous dit, qu'est-ce que vous voulez d'ailleurs, c'est la première phrase qu'on me dit. Mais enfin, vous avez tout eu, qu'est-ce que vous voulez d'autre? Et puis, qu'est-ce qui vous empêche d'être élu? C'est vrai, personne empêché au sens physique du terme. Mais c'est que la loi, la proclamation, a un effet pervers. En réalité, elle joue le rôle de camouflage de la discrimination dont souffrent les femmes, de verrouillage. On arrive, selon une très jolie expression d'Elisabeth Slidiewski, qui est une experte auprès du Conseil de l'Europe, on arrive à ce qu'on appelle un déni et une dénégation. Un déni, puisque on ne veut pas tenir compte du fait qu'il y a, qui est la condition humaine, la différenciation sexuelle. Ça n'existe pas. Un citoyen, une citoyenne, c'est la même chose. Nous répondons non. Et la dénégation empêche les femmes dont je suis de dire mais tout ça est injuste et par conséquent il y a des discriminations, laissez-moi vous les expliquer. Pas du tout, vous dit-on. On ne vous écoute pas. Alors, donc il faut modifier la règle du jeu. Alors comment faire de la femme une citoyenne à part entière? Dans la nouvelle introduction à la cause des femmes, vous écrivez ceci, eh bien, imposer par la loi la parité des sexes dans les instances décisionnelles et délibératives de la démocratie. Oui, mais il y a un travail théorique à faire. Le travail théorique, ce serait de faire éclater le mythe de l'universalité, et nous en sommes très responsables. L'universalité de la Révolution française, du siècle des Lumières, de la déclaration de 1789, est une fausse universalité, elle est trompeuse, ne serait-ce que parce qu'il faut le rappeler, on a laissé subsister l'esclavage, mais surtout, on a interdit la femme, on lui a interdit d'entrer dans le territoire politique. On a bien guillotiné Olympe de Gouges, car on était responsable de ses idées politiques et on a répondu sur sa vie, mais on n'avait pas le droit de mettre un bulletin dans l'urne. Donc il faut faire éclater cela, parce que contrairement, je crois que c'est Sartre qui le disait, les révolutionnaires français ont pensé l'individu abstrait dans le bon sens du mot, c'est-à-dire chacun vaut chacun, tout un homme fait de tous les hommes et qui les vaut tous, etc. Mais en réalité, derrière cet individu abstrait, il y a un homme, il y a un modèle masculin. Et un modèle masculin, il faut bien le dire, bourgeois du 1789. Donc il faut d'abord redécoudre tout cela et dire l'un n'est pas l'autre. Le citoyen n'est pas la citoyenne. Il faut que tous les textes mentionnent les citoyens et les citoyennes. Alors comment y arriver, me disiez-vous? Il est évident que quand les textes ont fait à ce point la preuve de la faillite de la véritable égalité, l'égalité ne veut plus rien dire. Je le disais, elle a un effet pervers, elle se retourne contre nous. Il faut donc inventer une loi. Et à ce moment, on crie. Loi, vous avez les constitutions, on ne peut pas légiférer dans ce domaine. Mais pourquoi? Pourquoi on légifère bien dans des domaines où sans loi il y aurait la loi de la jungle? Le droit social, est-ce qu'il n'est pas un droit éminemment volontariste? Est-ce qu'on laisse le rapport de force jouer? Le droit de l'environnement, est-ce que vous protégeriez, tant soit peu, on le protège très peu, mais sans justement des règles? Vous savez, lorsqu'il y a un rapport, oui, entre le fort et le faible, disait Lacordaire, c'est la liberté qui opprime et c'est le droit qui affranchit. Et ça n'est pas parce que j'ai un souci démesuré du légalisme que je dis cela.
c'est parce que je ne vois pas d'autre solution, même si l'on doit décider que cette mesure volontariste, un quota qui serait la parité, car 50%, 50%. il n'y a pas d'autre raison. Je dois avouer que j'étais l'auteur d'une loi, lorsque j'étais député à l'Assemblée nationale, d'une loi qui acceptait, qui proposait un quota de 25%. Une loi qui a été votée d'ailleurs à la quasi-unanimité pour les deux chambres, par les deux chambres, mais qui a été annulée pour de très mauvaises raisons par le Conseil constitutionnel, auquel d'ailleurs on ne demandait rien sur ce point, sous le prétexte que ça instaurait dans le peuple français des catégories, puisque l'on disait 75% seulement du même sexe et pas plus. Mais c'est là où j'ai envie de demander à ces messieurs respectables et âgés du Conseil constitutionnel s'ils pensent que les femmes sont une catégorie comme les hommes. Nous ne sommes pas des catégories, nous sommes les deux moitiés de l'humanité. Et à l'intérieur de chaque moitié, effectivement, il existe des catégories, les jeunes, les vieux, les handicapés, mais nous sommes les deux moitiés de l'humanité. Et par conséquent, la seule loi juste serait d'instaurer une parité à 50%, parce qu'elle répond tout de même à cette loi incontournable qui perpétue le monde, une loi à 50%. Et je dois dire que le pari, alors le pari optimiste de l'avenir, serait de se dire que cette loi pourrait, dans l'évolution dialectique, mentalité et loi, instaurer un tel changement qu'elle ne serait que provisoire, que l'on pourrait se dire, dans 20 ans, on aura vu autant d'hommes que de femmes prendre les décisions. Et je voudrais aussi préciser que je ne prétends pas que le monde deviendra tout à coup meilleur. Je dis simplement que le changement quantitatif provoquera forcément un changement qualitatif. Maître Halimi, merci. Au revoir et à très bientôt à la télévision, car je crois qu'il est question très prochainement de vous voir dans une série télévisée inspirée de vos grands procès sous les traits de Claudia Cardinal, qui sera pour la circonstance votre avocate. Vous vous sentez bien défendue par elle? Oui, je crois qu'elle sera superbe. Elle sent très bien ça, elle a tout lu, je crois qu'elle sera formidable. Alors une toute dernière question, parité pour parité, vous avez eu 3 enfants, 3 fils, pas de filles, c'est la revanche de Dieu? Non, mais là, la revanche de Dieu, puis ma revanche sur Dieu, c'est que j'ai une petite fille et que pour la première fois dans ma vie, j'ai du féminin autour de moi et que c'est un vrai bonheur. Merci à vous tous qui nous avez suivis et à très bientôt.